Joachim, allez, vous l'avez compris, on se retrouve pour une nouvelle séquence ici sur le plateau d'Expérience TV. Et cette fois-ci, on continue à parler finances, oui, mais en le mixant avec un outil qui a eu beaucoup de succès il y a 2 saisons et qui continue à faire parler de lui. On va essayer de comprendre si c'est un effet de mode ou si, en effet, il a une utilité. Évidemment, cet outil, c'est le chatbot ou le bot d'ailleurs, tout simplement. On en parle avec Renaud Chaléon, qui est Digital Advisor Finance pour Microsoft France. Bonjour à vous. Damien Philippon pour Zelros. Vous êtes d'ailleurs le CEO et le cofondateur de Zelros. Et puis Pierre Léger pour Natixis. Vous vous occupez particulièrement des chatbots d'ailleurs pour la maison Natixis. Alors messieurs, je reviens à cette question. Chatbot, effet de mode ou pas? Est-ce que concrètement, ça vous a vraiment servi dans l'engagement avec vos assurés, avec vos consommateurs? Peut-être pour démarrer, je pense qu'il y a un niveau de maturité aujourd'hui sur les chatbots qui n'est plus le même qu'hier. Hier, c'était effectivement perçu comme un effet de mode. Il y avait un peu de surpromesse au début. Une surpromesse au début et un engouement du public dessus. Parfois, une expérience malheureuse. Aujourd'hui, on se rend compte que l'expérience a changé complètement de paradigme. Et on le voit aujourd'hui, notamment au travers de la santé. Aujourd'hui, si on veut trouver un médecin, parfois, c'est difficile de le trouver. Le chatbot peut finalement permettre d'accéder à certains types d'informations en attendant d'avoir un rendez-vous chez un médecin. On travaille aujourd'hui, côté Microsoft, sur des projets en Asie, où là, on se rend compte que la demande aujourd'hui de suivi médical est en train d'exploser et que finalement, derrière, on n'a pas la capacité humaine d'absorption de son nombre de demandes. Et donc le chatbot aujourd'hui intervient et est la première interface qui prend en charge finalement les demandes des patients et qui, dans le monde de l'assurance, va finalement permettre de commencer à interagir avec son assureur et de faciliter la prise en charge. Donc si je vous écoute bien, il y a eu quand même d'abord en temps d'adaptation. Au départ, en fait, si on reprend l'alpha et l'oméga du chatbot, au départ on s'est dit super outil, génial, on va pouvoir interagir avec nos consommateurs, nos assurés, whatever le type de public qu'on essaie de toucher justement par l'intermédiaire d'un chatbot. Et puis finalement, on a appris que ce n'était pas forcément la même relation avec tous les secteurs, avec toutes les industries. Par exemple, le consommateur se dit, ça a l'air d'être bien, et finalement, ce n'était pas forcément à la hauteur de ce qu'il attendait. Absolument. Damien, par exemple, chez Zelros, vous avez eu quelle approche pour mettre en place ce type d'outil ? Alors chez Zelros, on a eu une approche un petit peu particulière. En fait, nous, on ne s'est pas focalisé directement sur le client final, sur le consommateur final. Nous, on s'est focalisé sur les employés de nos clients. Donc Zelros développe une technologie qu'on appelle d'assureur augmenté. Et en fait, on équipe les employés de nos clients, les assureurs, avec des assistants intelligents. D'ailleurs, on préfère parler d'assistants intelligents plutôt que de chatbots. Et en fait, ces assistants permettent à des conseillers clients ou des gestionnaires de sinistres de mieux effectuer leurs activités quotidiennes, l'assistant étant là pour répondre à leurs questions et également leur faire des recommandations de décisions ou d'actions à prendre en fonction du contexte. Donc vraiment, on est dans une utilisation un peu différente, en effet, une interprétation différente de l'outil. Ça, c'est quelque chose que vous avez appris à mettre en place au fur et à mesure, justement, de l'implémentation, ou dès le départ, il y avait cette envie-là et cette idée-là? Alors, dès le départ, nous, en fait, on a créé Zelros pour démocratiser l'utilisation du machine learning à grande échelle chez les assureurs. Et la manière qu'on a eu d'appréhender ce sujet-là, c'est de mettre justement dans la main de ces employés, ces assistants intelligents qui, en apparence, répondent à des questions assez simples, des questions métiers. Quel client dois-je rappeler en priorité? Est-ce que ce sinistre est simple? Est-ce que ce sinistre est complexe? Et derrière, en fait, l'assistant est capable de répondre à ces employés, et là, sur la base d'algorithmes de machine learning. Donc des scores, des prédictions d'algorithmes de machine learning, eux-mêmes entraînés sur les données de nos clients, le patrimoine de données, la base client, la base sinistre, etc. Donc vous êtes éleveur d'assureurs augmentés, si je comprends bien. Exactement. Si je vais du côté, justement, de l'acteur de la finance ou de l'assurance, Natixis en l'occurrence, comment est-ce que vous avez été accompagné sur cette question-là? Et surtout, encore une fois, si on revient à l'origine même de la mise en place de robots conversationnels chez vous, est-ce que ça s'est fait avec, ce qui peut être le cas, un début de démarche assez finalement naïve, si j'ose dire, sur le fait de se dire c'est génial, on va pouvoir rentrer directement en communication avec nos prospects ou avec déjà les gens qui sont clients chez Natixis. Et finalement, on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, c'était plus intrusif qu'autre chose. Chez Natixis, on a commencé à peu près il y a 2 ans.
suite à l'annonce notamment de Facebook qui avait annoncé l'ouverture aux entreprises de Messenger exactement. Et ça a vraiment fait décoller déjà le buzzword aussi autour des chatbots. L'année dernière, c'est vrai que c'était un vrai buzz. On a fait déjà plusieurs expérimentations, que ce soit purement des POC techniques en interne Natixis. Et après, on allait aussi travailler avec des startups sur différentes solutions pour un peu se familiariser, pour monter en compétences. Parce qu'on entendait ce buzzword qui nous faisait un petit peu rêver. On se disait, mais comment ça marche derrière, etc. Et donc, on a vraiment fait des petits POC avec des startups. Puis après, on a aussi travaillé avec les GAFAM. Google, Microsoft, etc. Et puis après, on s'est fait aussi notre avis sur la technologie au fur et à mesure de ces différentes expériences. Et on a décidé aussi, côté Natixis, de dire ok, c'est pas mal, les différentes solutions, on a commencé à avoir une certaine expérience, qu'est-ce qu'on fait pour industrialiser On s'était dit très bien que c'était un buzzword, mais que maintenant, on commence à trouver les cas d'usage, etc. Et là, c'est pour ça qu'on a décidé de faire une plateforme chatbot, mais pas 100% maison. On utilise les composants sur l'étagère. Donc on utilise les composants de Microsoft pour l'analyse sémantique, le multilangue, etc. Et puis si demain on doit appeler une startup pour une solution bien particulière, on peut l'appeler aussi. Comme ça on pioche sur l'étagère les différents services qu'on souhaite. Modularité dans votre Oui, l'approche hybride, un peu modularité, exactement. L'idée c'est qu'on pioche vraiment le moteur d'analyse sémantique. On le prend sur l'étagère, un autre, et puis on prend les meilleurs du marché. Demain ça peut changer. Et comme ça, on a vraiment cette approche itérative et on commence à monter en compétence. Déjà, d'un point de vue sécurité, on maîtrise les données. D'un point de vue coût aussi, plus on a de chatbots sur cette plateforme, plus on peut réduire nos coûts par rapport aux différentes solutions qui sont du marché. Et puis, commence à avoir la petite maîtrise. Et après, on permet aussi de faire monter en compétence les équipes Natixis sur la partie expertise technique. Mais ça, c'est qu'un sujet. Après, il y a aussi l'accompagnement des métiers. Et ça, c'est avec les entraîneurs de bots qui sont côté métier. Les entraîneurs de bots. Ouais, les entraîneurs de bots. On avait tout à l'heure Didier Quillot, je vois bien le truc, entraîneur de bots avec une tenue. Allez, on y va, allez, on apprend. Exactement. Mais généralement, l'entraîneur de bots, c'est plus celui qui va être en relation avec les clients et qui sait comment on va formuler le client pour poser une question. Par exemple, j'ai un problème de mot de passe. Le client va peut-être la formuler différemment pour dire qu'il n'arrive pas, il va peut-être dire j'arrive pas à me connecter. Donc il va connaître les formulations. Et donc ça, c'est des nouveaux rôles qui arrivent et qu'on met où on accompagne nos métiers aussi là-dessus. Ok, mais ça c'est pour la partie vraiment apprentissage chez vous de l'utilisation des assistants et des robots conversationnels en eux-mêmes. Mais ce que j'arrive toujours pas à comprendre, c'est avec 2 ans de recul, à quoi ça vous sert pour de vrai? Ah, les cas d'usage. Voilà. D'un point de vue cas d'usage. Vous avez des clients Natixis qui frappent à votre porte en réclamant une conversation avec un. D'un point de vue client, on a fait quelques expérimentations, on en a un en production, mais on a essentiellement en production en interne. À destination des collaborateurs, des conseillers, soit pour les aider à trouver de l'information, tiens, je suis en ligne avec un client, je cherche telle information, je pose à mon assistant la question, je la trouve plus rapidement. Il peut y avoir aussi des chatbots intra-service, on va dire. Par exemple, un cas d'usage, sur le juridique, ils sont énormément sollicités par d'autres services, comme les achats, pour des questions un petit peu de tous les jours. Mais pour trouver la bonne information, le petit chatbot permet de traiter ces questions récurrentes. Donc finalement, si je vous entends bien, il y a 2 cas d'usage qui se sont développés au bout de ces 2 ans. Il y a à la fois la fonctionnalité entre équipes Natixis en mode projet pour réussir à trouver les réponses au bon endroit, au bon moment pour le client final. Et il y a la fonction que j'appellerais dépannage pour le client final qui vous dit « Attendez, j'ai oublié mon mot de passe, attendez, je ne sais plus où je peux trouver cette information, c'est où ?» Mais il n'y a pas finalement d'enrichissement de la conversation avec le client in fine, ouais. On peut y avoir quand même sur tout ce qui est questions récurrentes. Le chatbot va avoir sa plus-value. Après, quand le chatbot ne va pas être capable de traiter, et bien sûr, c'est qu'un petit périmètre. Après, on va rediriger vers un expert chatbot sur ce qu'on appelle la collaboration homme-machine, avec justement ces experts qui vont avoir une expertise sur des questions justement pour enrichir la conversation. Mais là, c'est toujours en interne, c'est ça? Là, c'est essentiellement de l'interne. D'accord. Vous citiez tout à l'heure, par exemple, Messenger, Facebook il y a 2 ans. Là, on est sur de l'externe, du client final au sens consommateur, si on peut dire. Ça, c'est des choses que vous avez abandonnées, mis de côté. Expérimentation pour l'instant, et après c'est plus la volonté des différents métiers Natixis qui souhaitent, et là je laisse plutôt les métiers Natixis se positionner dessus. D'accord. Donc on revient sur un outil qui finalement s'apparente à beaucoup plus de B2B que de B2C in fine, Renaud. Oui, alors on travaille avec un grand assureur de la place effectivement sur cet aspect B2C, sur justement les premières étapes pour justement mettre en place une conversation entre un assureur et ses clients. Le point de départ, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de touchpoints d'interaction aujourd'hui entre un assureur et son client et ses clients
est relativement réduit. Donc, on a en moyenne moins de 2 interactions par an avec son assureur. Et une des 2 interactions, c'est le renouvellement du contrat d'assurance. Donc, ce n'est pas une expérience consommateur très positive. Et la deuxième, c'est lorsqu'on a eu le problème. Et la deuxième, c'est quand tu as un sinistre. Voilà. Donc, l'interaction client-assureur n'est pas spécialement positive. Donc, la question, effectivement, qui se pose aujourd'hui, c'est comment je peux accompagner mon client sur des nouveaux services que va apporter l'assureur et interagir avec lui sans obligatoirement alourdir finalement le travail des agents et des courtiers d'assurance. Donc le chatbot aujourd'hui va pouvoir intervenir dessus, essayer de fluidifier cette relation, d'arriver avec des nouveaux services. Donc par exemple, on mentionnait tout à l'heure la santé, mais un système de diagnostic par exemple, de pré-diagnostic de santé aujourd'hui en se disant le chatbot à travers de 5 ou 10 questions maximum, va être capable d'essayer de qualifier le type de symptômes que vous pouvez avoir. Il ne va bien évidemment pas remplacer le médecin, mais il peut derrière vous orienter en disant vous avez besoin de voir tel spécialiste, ou moi je vous recommande tel type d'approche, ou de vous mettre en relation avec ensuite éventuellement avec un conseiller client. Voilà, c'est ce type de scénario sur lequel on commence à travailler. La France, très concrètement, n'est pas le pays européen le plus avancé. Ouais. Quels sont les bons élèves en Europe d'ailleurs ? On va dire les Anglais sont assez friands de ça, les Allemands aussi, très friands. Il y a des raisons locales, de marché, de régulation, de culture, c'est pourquoi ? Alors, dans l'assurance santé, chaque marché européen est assez différent. L'approche, entre guillemets, ou le mode de fonctionnement entre les assureurs et les gouvernements et la sécurité sociale est très différent. Donc, les interactions peuvent être différentes. Et finalement, l'appétit de certaines populations européenne pour la technologie est aussi assez différente. Donc on va retrouver ça aussi corrélé par le fait de tout le buzz qu'il y a autour des objets connectés, des enceintes connectées ou des assistants sociaux comme Siri, Cortana, entre autres. Mais voilà, ça va dans cette direction-là et c'est l'aspect mass market qui drive finalement cette attente et qui fait que derrière un assureur se dit bah voilà, il faut que je me positionne derrière et que je commence à offrir ces services. Il faut être conscient d'une chose, c'est que l'interaction aujourd'hui avec un call center, alors je vais vous donner des chiffres, des ordres de grandeur, ça, en Europe et notamment en Allemagne, ça vaut à peu près 5 € l'appel. Aujourd'hui, avec un chatbot, ça vaut quelques centimes. Donc il y a un moment donné où si je veux interagir régulièrement avec mon client, un chatbot, ça peut répondre. Bien évidemment, il faut mesurer les attentes côté client, parce qu'un chatbot n'est pas capable aujourd'hui de prendre toutes les demandes en charge. Donc la partie call center derrière, le pouvoir basculer sur un call center, c'est quelque chose effectivement très important et il faut pouvoir mesurer cette étape de transformation et cette étape de changement. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, le robot conversationnel, finalement, c'est un filtre. Ça nous permet déjà de pouvoir cerner de façon très automatisé, avec quelques questions de routine, les attentes premières d'un client, et ensuite de pouvoir le rediriger vers le bon service. Est-ce que surtout le robot conversationnel, il ne se fait pas un petit peu avoir par l'assistant vocal, si j'ose dire ? Alors si on prend... On est en train de parler des mêmes choses finalement. Si on prend l'angle effectivement du client final, je pense qu'à terme, la voix va s'imposer en termes d'interaction homme-machine. Aujourd'hui, on parle beaucoup de chatbot parce que WhatsApp, WeChat, etc. Mais vous avez vu arriver Amazon Alexa, Google Home et assez rapidement, dans le monde du consommateur final, la voix va s'imposer. Si on prend l'angle employé qui nous concerne, nous, chez Elros, les employés, ils sont souvent déjà en interaction vocale avec un client ou un collègue. Ils sont sur des plateaux. Donc la voix est moins prégnante au sein des entreprises. Donc pour l'instant, on reste plutôt sur une interaction texte. Messieurs ? Je pense que sur le côté client, la voix est technologiquement plus compliqué à appréhender. On a travaillé chez Microsoft sur pas mal d'expériences sur le téléphone portable, dans la voiture aussi. Bien sûr. Et on se rend compte que finalement, la compréhension de la voix et l'environnement, que ce soit dans une voiture, que ce soit au bureau, que ce soit avec un téléphone portable, change du tout au tout. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des premières expérimentations et des choses qui commencent à arriver, qui vont arriver sur la voix, mais je pense que d'abord, de toute façon, on a besoin de passer par la partie chat et par la partie texte pour commencer à enrichir et faire en sorte que finalement le bot devienne intelligent. L'ambition, c'est vraiment, et je pense que c'est comme un enfant, on lui apprend des choses petit à petit et il commence à devenir intelligent. Et les gens n'ont pas cette notion-là au début, de leur dire, bah voilà, vous avez un enfant, vous ne lui parlez pas de la même façon qu'un adulte, et donc il y a un bot au début.
quand il vient d'arriver et qu'il commence à se présenter, il ne connaît pas grand-chose sur vous et potentiellement, il ne connaît pas grand-chose. Donc, il a besoin d'apprendre. Donc, il faut être patient. Et c'est cette patience-là qui permet finalement d'ensuite de pouvoir interagir, que ce soit par du texte ou par de la voix. Mais je pense, et ça, les études le montrent, et notamment aux États-Unis, la plupart des grands acteurs, que ce soit Microsoft ou même Google, sur la recherche aujourd'hui, eh ben, on se tourne de plus en plus à faire de la recherche vocale et non plus de la recherche sur le texte. Donc il y a un moment donné où, de toute façon, les moteurs de recherche, s'ils se tournent vers la voix, les bots vont aussi se tourner vers la voix. D'où la question de l'élevage, évidemment, au départ, et le fait de devoir enrichir au fur et à mesure tous ces robots conversationnels. Aujourd'hui, s'il y avait, du coup, une méthodologie ou un conseil à donner à ceux ou celles qui voudraient encore se lancer dans l'élevage de bots, ce serait quoi ? Un conseil, ça serait rester humble et commencer à itérer et commencer progressivement. Ne pas vouloir monter la cathédrale directement, mais vouloir commencer par des petites choses très simples, des interactions et itérer. Vous disiez d'ailleurs que vous avez travaillé sous forme de proof of concept, des petites équipes, vous en avez fait plusieurs, c'est ça ? Ouais, quelques POC techniques au tout début, pour déjà se familiariser avec la techno, déjà purement techno, et après regarder avec les métiers. Et avoir des périmètres qui soient restreints ? Ouais, mais c'était vraiment de se dire, bah tiens, comment ça fonctionne, un petit peu, de découvrir un petit peu tout ça. Avec les startups, on a fait un POC avec un de nos métiers pour les services à la carte bancaire. Est-ce que, tiens, je me casse la jambe, comment ça se passe, est-ce que je suis assuré avec ma carte bancaire, etc. Donc ça, il y a eu des proof of concept qu'on pu mettre en production, tester avec des vrais clients et avoir du feedback là-dessus. Renaud, Damien, le mot de la fin, un conseil pour ceux qui voudraient encore se lancer dans cet élevage de bots. Je partage complètement l'aspect de Pierre, c'est vraiment démarrer sur un premier périmètre de manière très humble. Pour autant, avoir une ambition assez démesurée parce que ça fait quand même rêver. Et je pense qu'on est vraiment au début de la courbe d'apprentissage aujourd'hui des bots. Et qu'en essayant de mesurer cet équilibre entre les attentes qui vont petit à petit devenir de plus en plus importantes et les réponses que vont apporter les bots qui vont s'enrichir au fur et à mesure. Et cette ambition-là, on peut arriver effectivement à quelque chose de successful. Et je pense que moi, j'y crois. Je suis très croyant dans le fait que demain, on ne fasse pas trop la différence entre un humain et un bot et qu'on soit même surpris par le type d'interaction qu'on puisse avoir. Bon, je fais encore la différence entre un humain et un bot. L'éleveur qui élève les futurs éleveurs, il en dit quoi ? Nous, on est assez persuadés que c'est la collaboration homme-machine et la bonne combinaison entre les capacités du cerveau humain et les capacités de ce qu'on appelle le cerveau en silicium, donc l'algorithmie, qui fera la différence demain. Ce que ne sait pas encore bien faire la technologie, c'est justement filer une discussion comme on l'a fait ici sur le plateau. Ça, le cerveau humain sait très bien le faire. À l'inverse, la technologie, ce qu'elle sait très bien faire, c'est processer des quantités de données importantes pour prédire des choses. Et voilà, donc dans vos cas d'usage, si vous designez un bot, c'est ça qu'il faut viser. Alors justement, jusqu'où l'intelligence des bots peut-elle aller ? Des mots à venir. Et après ce break, justement, en images, on se retrouvera avec des artistes, oui, mais augmentés, messieurs. Merci encore. Merci. Merci à vous.